du programme avec le Fonds monétaire international pour lequel un appui financier sur 3 ans de 780 milliards est attendu. Troisièmement, la solidarité. Il faut s'attaquer à la traçabilité de la fortune des milliardaires et multimilliardaires congolais parce que bien heureusement, maintenant le Congo compte des milliardaires et des multimilliardaires. Ce qui devrait être une bonne chose puisque la création de la richesse nationale est à la base de la prospérité. Toutefois, pour certains, cette richesse pose beaucoup de problèmes dans un pays extrêmement riche, dans lequel la majorité de la population croupit dans une misère indescriptible et où la plupart des parents des hommes politiques sont des paysans. Cette démarche doit permettre d'encourager et de soutenir ceux qui se sont honnêtement enrichis. Mais par contre, de poursuivre avec rigueur et sévérité tous ceux qui se sont enrichis de façon malhonnête. Ensuite, il faut, de façon rigoureuse, mener une lutte contre la corruption et les autres antivaleurs pour récupérer les sommes d'argent qui ont été volées et détournées. En conclusion, on peut redire avec force que le Congo va mal, très mal, à notre avis. Les solutions appropriées de sortie de crise sont à notre portée, pourvu que l'on ait le courage et la volonté politique. Les Congolais souffrent. Il faut arrêter de les faire souffrir. Il faut arrêter de protéger un système qui protège, qui privilégie les intérêts égoïstes, personnels et individuels au détriment de l'intérêt général. Pour arrêter cette souffrance, il faut s'armer du courage pour établir les responsabilités, sortir de l'impunité, prendre à bras le corps les problèmes des scandales et crimes économiques, de lutte contre la corruption et de récupération des sommes d'argent qui ont été détournées et volées. Avec la situation d'aujourd'hui, les Congolais ne comprendraient pas que la lumière ne soit pas faite, par exemple, sur l'écart de 13 milliards qui existerait selon le rapport de l'ITIE entre les sommes versées par les sociétés pétrolières et les sommes déclarées avoir été reçues par les trésors publics. De même, les révélations faites sur la gestion calamiteuse et catastrophique de la Société nationale des pétroles du Congo sont extrêmement graves. La justice doit ouvrir une enquête et les responsables doivent être poursuivis. D'autant que le chef de l'État a déclaré en 2018 ce qui suit. Je rassure qu'il n'y aura ni bouclier de protection pour les uns, ni rampe de sanctions pour les autres. Face aux délits économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Tout passera dans les nasses du droit et de la justice. Seule prévaudra la loi. Les gouvernants sont ainsi placés devant leurs responsabilités. Nous avons besoin d'unité dans cette démarche. C'est pour cela qu'en plus de ce qui est dit plus haut, nous, 1. Exigeons l'application des dispositions des textes en cas de violation des lois de la République. À titre de rappel, ceci prévoit la suspension du parti concerné par le ministre de l'Intérieur. 2. Réclamons l'ouverture, dans les meilleurs délais, d'une enquête sur la gestion calamiteuse et catastrophique de la Société nationale des pétroles du Congo et la mise immédiate aux arrêts des principaux responsables de cette situation, lesquels font partie des responsables de la misère et des souffrances des Congolais aujourd'hui. 3. Demandons la prise des mesures en faveur de la décrispation de la situation politique. Ceci par, entre autres, la libération de tous les prisonniers politiques, parmi lesquels Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi Salissa. 4. Notons avec force que les gouvernants doivent tirer les conséquences de la situation, de la grave situation de crise dans laquelle le pays est plongé aujourd'hui. 5. Recommandons la tenue d'un dialogue national inclusif ouvert à tous pour trouver dans l'unité et de façon pacifique les solutions appropriées de sortie de crise. 6. Lançons un vibrant appel à l'opinion tant nationale qu'internationale pour qu'elle accorde une attention particulière à la situation du Congo qui, à notre avis, est inquiétante. Vive la démocratie, vive le Congo,
Vive le PSDC. Je vous remercie pour votre aimable attention. Monsieur le Président, merci de nous avoir souhaité les vœux. En mon nom et au nom de mon organe, moi également, je vous les renvoie. Mais je suis un peu découragé, déçu d'avoir suivi votre propos liminaire, parce que je pensais que vous devez soulever notamment 2 points, vraiment 2 points qui font l'objet depuis le 11 janvier dans cette même salle, parce que c'est parti d'ici, les états généraux de l'opposition. C'est bien de dire tout ce que vous venez de décrier, vous venez d'énoncer, vous venez de dire, enfin, avec la verve qui vous caractérise. Mais que pensez-vous des états généraux de l'opposition? Ça, c'est la première question. La deuxième question, de l'unité de l'opposition. Ne pensez-vous pas que si cette opposition organisait ces états généraux, allait à l'unité, des choses devraient ou aller bouger? Donc je voudrais que vous nous donniez votre point de vue sur ces questions-là, si elles vous tiennent à cœur ou pas. Merci, Président. Considère comme des esquisses de solutions, avec des propositions que je considère fortes, comme la récupération des sommes qui ont été volées et détournées. Et lorsque vous lisez le rapport de Global Witness, et que vous lisez dans ce rapport que la SNPC a prêté à des identités non identifiées 1,18 milliard de francs CFA, l'équivalent de 700 milliards, pendant que moi, retraité, j'ai 20 mois de retard de pension. Alors vous trouvez que ce que j'aurais dû privilégier, c'est les états généraux de l'opposition, ou bien l'unité de l'opposition? Si vous voulez qu'on en parle, parlons-en. Je vous prends un exemple simple. Guy Brice Parfait Kolela est président de Yuki. C'est un parti libéral. Le PSDC, c'est un parti social-démocrate. Notre unité, nous allons la fonder sur quoi? Notre unité, nous la fondons sur quoi? Sur le projet de... Parce que vous, les journalistes, il faut que vous analysez sérieusement les choses. Notre pays souffre depuis longtemps. Parce que nous avons voulu rechercher un type d'unité, non pas pour l'intérêt du Congo, mais pour nos intérêts personnels, parce qu'on est à la recherche, non pas d'une idéologie ou quoi, mais on est à la recherche du pouvoir, pour s'enrichir, pour faire un certain nombre de choses. Mais l'opposition, elle est plurielle. Elle est plurielle en tant que choix d'idéologie. Il y a des communistes. Il y a des libéraux. Comment ils vont faire l'unité? Ils vont arriver à quel projet de société? Moi, je pensais, qu'après avoir suivi le président Baya ce matin, que la question qu'on aurait pu me poser, c'est de dire à quand l'unité des sociaux-démocrates du Congo? Parce que si nous sommes déjà sur une même base, on peut s'accorder. Maintenant, l'unité de l'opposition ou les états généraux tels qu'on a fait. Monsieur Chrysostome sait quelle est la situation du pays. Nous qui sommes dans le combat politique, nous avons enregistré beaucoup de choses. On peut parler de l'expérience de, je ne sais pas, mais je parle du collectif des partis qui réclamaient l'organisation d'une élection libre. C'est pas ça. On a fait ça. On n'a pas été avec les mêmes camarades. En 2009, on n'a pas tenu les états généraux de l'opposition. Monsieur Chrysostome, en 2009, on n'a pas tenu les états généraux de l'opposition. Monsieur Chrysostome ne sait pas qu'en 2015, en 2016, nous étions tous unis, mais derrière une vision. C'est ça qui nous a rassemblés. C'était le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique. On ne fait pas l'unité pour l'unité. On fait l'unité pour quel objectif? Il faut un objectif. Mais lorsqu'on s'est retrouvé en 2015, vous, au niveau de la presse, vous le savez, il y a même eu ce sur quoi vous ne voulez pas parler. Il y a eu ce qu'on appelait la charte de la victoire de l'opposition, qui regroupait 5 leaders. Qu'est-ce que c'est devenu? On a tiré les leçons de tout ça.
Alors on va, on rentre ici, on sort, on change de point de vue. Et un matin, l'élection approche, on se retrouve. Mais retrouvons-nous. Au sortir de l'élection, on ne sera pas d'accord sur un certain... Non, je crois qu'en ce qui concerne le PSDC, nous ne suivrons pas cette voie. Nous suivrons la voie. Nous suivrons la voie de ceux qui auront défini un objectif clair sur lequel on peut s'accorder sur les moyens d'action pour atteindre cet objectif. Mais nous n'allons pas tout azimut, opposition, etc. Mais, monsieur Chrysostome, vous venez vers nous, mais je peux essayer d'analyser une situation. Je prends nos frères de l'opposition constitutionnelle. Je me pose la question, s'ils sont ensemble, une fois, il y a un qui parle du report de l'élection, l'autre fois, il y a un qui parle de la participation à l'élection, et une autre fois, il y a un qui appelle à l'unité de l'opposition. Ça se passe comment? Ils se sont accordés sur quoi? Si entre eux, déjà, ils ne s'accordent pas, avec nous à la fédération, nous ferons quoi? Nous ferons quoi? Non, je crois que l'unité pour l'unité, ce n'est plus une bonne chose. Moi, j'ai été, Bonaventure Mbaya, les autres, les Charles Zakari, ils ont suivi un certain nombre de choses. Nous avons fait ce que vous avez fait. Lorsque nous avons créé l'URD, à l'issue de l'élection du président Pascal Lissouba, nous nous sommes retrouvés comment? Il y avait Tistet, social-démocrate, il y avait Kolela, libéral, mais on sait ce que ça donne. Non, recherchons l'unité de ce qui peut, cherchons à rassembler ce qui peut s'assembler. Mais n'allons plus tout azimut, opposition, unité. Déjà, cette opposition, elle a tellement de choses. Nous, à la fédération, on se sent bien. Maintenant, ceux qui partagent nos points de vue ou ceux avec lesquels on peut avancer, on est ouvert. Chrysostome, tu veux que nous nous entendions avec les gens qui ont reconnu l'élection du président Sassou? Ce débat a eu lieu. Vous riez, mais ce sont des problèmes de fond. Moukoko et André Okombi Salissa sont aujourd'hui en prison. Lorsque nous avons osé dire qu'il fallait, comme préalable à la tenue d'un dialogue inclusif, la sortie des prisonniers politiques, vous avez entendu certains dire, nous on n'a pas besoin de préalable pour aller. On fait comment? Bref, nous on dit, nous sommes ouverts, et quand je le dis, je ne parle pas au nom du Parti social-démocrate congolais. Le Parti social-démocrate est une composante de la fédération. Au niveau de la fédération, nous sommes ouverts à discuter avec qui, pourvu que nous nous accordons de façon claire sur les objectifs. Mais on rentre, on sort là, nous autres, on ne veut plus de ça. Je vous remercie. J'espère que j'ai répondu à votre question. Je réponds pour le compte du journal panafricain Azafrique. Monsieur Mirassa, je voulais parler un peu de l'élection présidentielle de 2021. Il est certain qu'au niveau de l'opposition, nous avons Pascal Sassembali qui pense qu'il faut reporter l'élection, donc la repousser à l'année 2023. Et une proposition qui est coupée en brèche par la majorité présidentielle, je vais parler du PCT. Par rapport à ces deux propositions, quelle est la position qui vous arrangerait le plus? Merci. Abordons, c'est pour ça que nous avons pris pour titre, thème de cette conférence nationale, disons la vérité, rien que la vérité aux Congolais. Pour cette conférence de presse, disons la vérité, rien que la vérité aux Congolais, pour qu'on trouve les solutions de sortie de crise. Moi, ces débats, je n'entre pas dedans. Et je vais vous dire déjà pourquoi. Et je crois que dans le mot liminaire que j'ai fait, vous ne m'avez pas bien suivi. Et je vais essayer de clarifier ma position. Je vous ai parlé de quelques aspects qui préoccupent le PSDC en ce qui concerne le Parti congolais du travail. Et l'un des aspects que j'ai soulevé, que la presse n'a pas suffisamment abordé, que les acteurs politiques n'abordent pas, c'est la reconduction du camarade Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail. Et moi, quand j'ai suivi ça, j'avais complètement oublié. Je remercie Firmin Ayessa qui avait d'abord lu le message. Et quand j'ai entendu ça, j'ai recherché la constitution du 25 octobre 2015, l'article 80, deuxième alinéa. Il dit ceci.
le mandat du président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti. Vous écoutez bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une violation. Et moi, je me tourne vers le ministre Raymond Zéphirin Mboulou, qui a essayé de nous exclure. Et vous, les journalistes, vous avez pris fait et cause pour lui, avec sa loi sur les partis. Il a pris la loi sur les partis et il a fait 2 réunions, une en 2018, une, je crois, en 2019, pour dire qu'il y a des partis qui ne sont pas conformes à la loi. Aujourd'hui, je vous dis que le PCT n'est pas conforme à la loi. On fait quoi? Et si nous appliquons la loi que Mboulou veut nous appliquer, particulièrement nous les partis de l'opposition, nous demandons maintenant au ministre Mboulou d'appliquer la disposition 31 de cette loi. Si vous ne l'avez pas, je vous donne. Mais en esprit, je peux vous donner l'esprit de cet article. En cas de violation des lois et règlements de la République par un parti, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend le parti en question. Maintenant, je vous retourne la question. Est-ce que le ministre Mboulou, qui est membre du comité central du Parti congolais du travail, va appliquer la loi? Est-ce qu'on va nous dire que le Congo est un état de droit? Et j'évoque ça pourquoi? Mais si ces questions ne sont pas résolues, comment vous allez parler de l'élection présidentielle? Et quand vous voyez la conclusion que j'ai faite, dans la conclusion que j'ai faite, le premier point que j'évoque, si vous avez bien compris, c'est celui-là. Exigeons l'application des dispositions des textes en cas de violation des lois de la République. Si le ministre Mboulou décide de suspendre ce qui est de son droit par rapport à l'application de la loi, s'il décide de suspendre le PCT aujourd'hui, le Congo se trouve dans quelle situation? Mais comme c'est la loi, on fait comment? Vous ne voyez pas que le Congo est dans une situation ambiguë? Maintenant, Tchatim Abiala a dit reporter l'élection en 2023. Le PCT dit non. Vous savez ce qui me gêne dans ça? Ce qui me gêne dans ça, c'est toujours la couverture de l'impunité. Pourquoi? La dernière élection a eu lieu en 2016. 2 de mes frères et amis sont en prison parce qu'ils ont contesté cette élection. Il y a eu les événements du 4 avril 2016 qui ont entraîné tout ce que nous connaissons dans le pool. Élection contestée. Tout le monde entier au courant. Et vous allez venir aujourd'hui pour dire que le pouvoir ne peut pas remplir les conditions de la tenue d'une élection présidentielle en 2021. Qui est responsable de cette situation? Et qui doit répondre de cette situation? Qui doit répondre de cette situation? Moi, je ne serai pas de ceux qui vont venir dire « reportons l'élection ». Il faut que le gouvernement explique au Congo d'abord pourquoi il n'a pas pris les dispositions pour que l'élection se réalise et de façon libre, démocratique et transparente en 2016. Maintenant, s'il y en a qui sont dans les secrets de Dieu et qui savent qu'au niveau du gouvernement, c'est ça, qu'ils souhaitent le report, maintenant je vous dirai, c'est là que je vais terminer, que vous me piégez par votre question pour une chose simple. Clément Mierassa est en même temps coordonnateur du mouvement citoyen pour le respect de l'ordre constitutionnel. Donc il tient à l'application et à l'applicabilité de ce qui est constitutionnel. Et par rapport à ça, je vous renvoie à 2 articles. C'est l'article 65 de la Constitution qui dit ceci. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable 2 fois. Ça, c'est l'article 65. L'article 69 dit ceci. Le premier tour du scrutin a lieu 30 jours au moins et 40 jours au plus avant la date d'expiration du mandat du président en exercice. Et si le président s'assoit et son gouvernement ne peuvent pas organiser l'élection en 2021 comme les textes sont prévus, il faut qu'il démissionne. Il faut qu'il démissionne. Déjà, je pose un second problème, mais déjà le premier problème, que faisons-nous de la situation du PCT qui n'est pas en conformité avec la loi? C'est un débat que nous lançons.
Alors, ce n'est pas la peine chaque fois, comment il s'appelle, le préfet directeur général de l'administration du territoire. Ils réunissent les partis. Ils n'ont là-bas qu'un article, l'article 11, qui dit quoi? Il faut que les partis aient les siens. Ils ne lisent que ça. L'article 26 et l'article 31, ils ne lisent pas. Et quand vous me posez la question sur l'élection présidentielle, lorsque le ministre de l'Intérieur n'applique pas de façon neutre une loi et il veut nous exclure, vous pensez qu'il peut organiser de façon libre et transparente une élection présidentielle? Mon avis est non. Je le dis, mon avis est non. Donc moi, je ne suis pas encore dans le débat sur le report de l'élection, sur le PCT, puisque le PCT, c'est leur gouvernement, puisqu'ils disent qu'il ne faut pas reporter. Maintenant, au cas où le président Sassou ne peut pas organiser l'élection en 2020, il faut qu'il en tire les conséquences. Parce que ce pays souffre trop. On vole, on ne fait rien. On détourne, on ne fait rien. Mais, quand vous dites, vous allez mener une action, certains d'entre vous se souviennent de ce qui s'est passé chez moi le 4 novembre 2014, quand c'est le pouvoir, il y a eu au moins 10 BJ qui sont venus chez moi. Lorsque c'est le pouvoir, lorsque Jean-Marie Michel Moukoko rentre de Bangui, la nuit même, il a agressé à l'aéroport, il n'y a jamais eu de suite. Lorsqu'il fait sa déclaration à la présidentielle, le soir, on sort les cassettes. Maintenant, on ne voit plus ce que les réseaux sociaux publient sur la SNPC, sur le reste. On ne voit plus ça. Donc, je crois, et c'est pour ça que je veux qu'on ait des débats en 2020. Je crois qu'il n'y a pas de Congolais et de sous-Congolais. Et il faut que les frères, les amis qui sont au gouvernement arrêtent de croire que le pouvoir, c'est écraser les autres et c'est faire des lois, votre volonté. Il y a des lois, il faut que tout le monde les respecte. Et là, je donne l'information aux acteurs politiques, je donne l'information à la société civile, je donne l'information aux militants. Sachez que le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Et qu'ayant reconduit, en plus, au-delà des nombreuses violations dont ils sont responsables, ils se sont permis de reconduire machin. Donc, tant l'opinion nationale qu'internationale. Et ça, c'est une stratégie que nous ne partageons pas. Et il faut que le président de la République dise. Voilà, je crois que j'ai répondu à votre question. Je suis prêt à répondre à une autre question. On passe, ça fait peut-être 8 ans dans la salle ici. Quand je regarde, je vois le professeur Boao, que j'aime bien. Je vois beaucoup de gens, Bonaventure, ils sont nombreux ici. L'IDC Foca, vous avez fait trembler ce pays. Mais votre combat, vous n'avez pas l'impression que c'est un combat que vous avez emmené sans but, puisque tout ce que vous avez dit comme non a été finalement réalisé. La nouvelle constitution est passée. Et quand je vous écoute, vous respectez la constitution. Vous êtes le combat pour le reste. Vous emmenez un combat pour le respect de la constitution. C'est-à-dire que 2021, il doit y avoir l'élection. Et le PCT dit qu'il y aura élection. Alors, si jamais tout ce que vous demandez comme préalable au pouvoir et que l'élection est réalisée et l'élection est organisée, que feriez-vous en ce moment-là? Que feriez-vous? Pour le moment, je m'arrête là. Deux articles que j'ai lus. Si on respecte la Constitution, l'élection de 2021 devrait avoir lieu entre le 7 et le 14 mars 2021. Maintenant, en termes de jours, si vous voulez, on peut vous les calculer, ça ne pose pas de problème. Mais je vous dirais tout simplement que je ne croyais pas que ce petit exercice qui semblait amusant au plan statistique avait créé beaucoup de frustration et beaucoup de rancune au sein de beaucoup de Congolais qui voyaient pratiquement dégringoler le nombre de jours, certainement, où ils pouvaient perdre leurs intérêts. Mais bref, nous allons suivre. Sur la deuxième question, non, nous ne nous exprimons pas par rapport à Tchati Mabiala. J'ai fait un exposé ici. L'exposé que j'ai fait, les sujets que j'ai abordés n'ont aucun lien avec ce que Tchati Mabiala a abordé.
Moi, je vous ai dit d'entrée de jeu, l'élection 21, c'est peut-être un enjeu, mais aujourd'hui, le plus grand enjeu, c'est de sortir les Congolais dans la souffrance. Je suis retraité, j'ai 20 mois d'arrière de pension. Et quand je lis, parce que vous vous éloignez du débat, quand je lis le rapport de Global Witness, où on me dit que la SNPC a prêté 700 milliards de francs CFA à des entités non identifiées. Vous vous rendez compte le mal qu'on fait aux Congolais? Pendant ce temps, essayez de calculer ce qu'il faut pour que nous payions les bourses des étudiants en un an. Je crois que c'est près de 38 milliards. En 2 ans, 60. Donc, on aurait pu avoir. Et on vous précise que le Congo n'en a pas fini avec les dettes cachées. Et vous savez que lorsqu'on a examiné le dossier chinois, il y a beaucoup d'aspects pour lesquels nous ne sommes pas encore tenus informés. Donc, nous trouvons terrible et troublant ce qu'on a découvert là. Le reste, on pourrait également le trouver troublant. Non, je crois que d'habitude, la fédération, la présidente de la fédération, présente les vœux à la presse au début de chaque année. Nous l'avons fait. Et nous avons pensé cette année, nous ne voulons pas, moi je ne veux pas rentrer dans le débat. Vous ne me posez pas la question sur le Conseil national du dialogue. Parce que je vous ai dit que le Conseil national du dialogue, en l'état actuel des choses, ne peut pas se tenir. Et vous pouvez vous poser la question, pourquoi le président de la République ne prend pas depuis lors le décret pour désigner les membres qui doivent être désignés en Conseil des ministres? Pourquoi le ministre Mbéri et son secrétariat permanent sont l'organe représentatif d'une institution qui n'existe pas encore? Donc, quand vous dites conseil, ça n'existe pas. Ça n'a pas encore été mis en place. Et vous voyez que le pays fonctionne à l'envers. Parce que dans les pays où les choses fonctionnent correctement, avant que Mbéri n'ait commencé à faire des sorties comme secrétaire permanent, l'organe principal devait d'abord être mis en place. Et ce n'est qu'après. Et vous voyez, l'organe principal n'a pas encore été mis en place. Mbéri a déjà fait ça. Je me promène avec son schéma. Et vous voyez, comme d'habitude au Congo, son schéma est en train de glisser. Parce qu'il était prévu des choses en janvier, rien ne s'est fait. Ça veut dire qu'il ne présentera pas son rapport de synthèse au mois de juin, mais ça sera certainement, peut-être au plus tôt, au mois de juillet. Donc, nous avons des questions comme ça. Et sur ces questions, nous souhaitons informer, donner la bonne information à l'opinion congolaise. J'étais tout à l'heure chez Bonaventure, je suis parti très tôt, mais j'ai écouté la question qui lui a été posée par Romy, c'était Romy, je crois, etc. Ah, le dialogue, vous parlez d'un dialogue. Mais dites à Romy que le Conseil national de dialogue n'existe pas. Ça n'existe pas. Moi, j'ai les textes ici qui ont été pris. S'agissant du dialogue, il y a le texte sur la loi sur le Conseil national de dialogue, il y a le texte qui nomme Mbéri Martin, il y a le texte qui nomme Basseïla. En dehors de ça, il n'y a pas un autre texte. Ce n'est pas mis en place. Pourquoi vous voulez parler de quelque chose qui n'existe pas? Ne parlons pas. Mais si ça n'existe pas, c'est parce que c'est qui ont... Mais non, le frère de RTGA, il pose la question, on a beaucoup parlé. Mais en face, le président Tshisekedi est mort, il n'est pas arrivé à la présidence de la République. Le combat a duré combien? Plus de 30 ans. On peut regarder l'histoire. Mitterrand est arrivé au pouvoir après combien de temps? Notre conviction, ce que nous voulons, c'est la conviction de ce que nous voulons. Mais je dirais aux journalistes, messieurs les journalistes, revenons à ce débat de 2015. 2015, on disait quoi? Le président Sassou est la seule personnalité politique du Congo capable de garantir la paix et la stabilité, capable de conduire le pays à l'émergence en 2000. Nous en sommes où? Dans le chaos. Nous sommes dans le chaos. Donc, et on peut vous dire qu'il faut que les gens qui se reposaient sur la théorie de l'homme providentiel se remettent en cause. Il n'y a personne d'irremplaçable. Et c'est pour ça que je suis très heureux, après tout ce qui s'est passé, de voir que le président Kagame a déjà annoncé qu'il faisait son dernier mandat, que Kourouziza a déjà annoncé qu'il faisait son dernier mandat. Donc il y a une évolution qui fait.
Mais que ce soit les gens qui sont au pouvoir, vous dites que moi je ne serai pas au pouvoir, etc. Mais on ne prend pas le pouvoir pour voler. On ne prend pas le pouvoir pour détourner. On ne prend pas le pouvoir pour détourner. Et là, pour faire souffrir les populations. Et je crois que la différence entre le combat que je mène et le combat que certains mènent, c'est celui-là. Je vous ai dit qu'il y a des Congolais qui sont multimilliardaires. Prenez le document que je vous ai remis. Il y a une page annexe. Regardez l'annexe. Quand vous prenez un Congolais qui économise 100 millions par mois, regardez au bout de combien de temps. Alors quand vous prenez Monde d'Afrique, on vous dit, vous voyez qu'il y a un Congolais qui a plus de 2000 milliards. Et la direction générale de la surveillance du territoire ne fait rien. Sinon, on aurait fait quoi? On aurait déjà envoyé les BJ pour fouiller les maisons. Comment un Congolais, fils d'un paysan, peut avoir 2000 milliards? Mon combat, c'est celui-là. C'est d'expliquer aux Congolais que les 2000 francs que vous prenez, ce n'est qu'une infime partie des 2 milliards qui sont volés. Et comme après on dit, c'est le peuple qui m'a voté. Quand vous prenez les 2 milliards pour aller voter, mais ne vous plaignez après qu'il y ait le chômage et tout ça. Il faut faire prendre conscience aux Congolais de la situation réelle du Congo. Moi, je suis très heureux d'avoir défendu les positions que j'ai défendues en 2015. Et si je devais proposer un projet de société, on doit ramener le Congo à l'alternance démocratique avec un mandat, et puis une fois renouvelable, 2 mandats, et puis vous partez. Et regardez, Obama, il fait la queue dans les il vit bien, il fait la queue dans les supermarchés, il étudie. Mais c'est une belle vie aussi. Alors, il ne faut pas toujours s'accrocher. Mais quand on s'accroche, il faut que ça soit bien. Vous croyez que le retraité que je suis heureux de la situation du Congo aujourd'hui? Lisez le document que je vous ai donné. J'ai dit que ce que les Congolais veulent, le retraité veut toucher chaque mois sa pension et les retraités veulent toucher leurs arriérés et leurs arrérages. Les étudiants veulent toucher à la fin du trimestre leur bourse et ils veulent toucher qu'on apure leurs arrêts. Il faut qu'on en arrive là. C'est pour ça, et vous ne me posez pas cette question. Je me dis, mais je suis passé à côté ou quoi? Je dis, Congolais, retrouvons-nous. Il faut que nous récupérions l'argent détourné et volé. Et quand vous lirez le document, vous verrez. En Arabie Saoudite, on a pu récupérer 93 milliards d'euros. Ça fait 61 milliards de francs CFA. L'Angola, en 2019, a récupéré 3 000 milliards de francs CFA. Le Gabon, quand on a arrêté le directeur de cabinet, on a, dans ses propres maisons, sous les fondations, on a pris 2 milliards. Si vous prenez 2 milliards, ça ne va pas arranger des situations ici. Mais si on prend comme ça chez 20, mais les retraités vont souffler. C'est pas ça. Alors, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Vous ne les abordez pas, vous me ramenez en arrière. Donc, je dis, nous suivons. Le combat que nous avons choisi de mener est un combat noble. Et au niveau de la fédération, nous nous en réjouissons. Nous sommes très heureux de nos positions. Nous continuerons à les défendre. Nous sommes pour l'alternance. Il faut que l'alternance se réalise dans ce pays. Il faut que le système de gestion change. Il faut qu'il y ait dans ces pays changement et rupture. Ceux qui sont heureux, on va tant pis pour vous. Demain après, quand vous ferez 40 mois sans pension, regardez, ça tombe là. On a sorti la SNPC, ce qu'on doit. La dette du Congo va monter à 13 milliards de dollars. Demain, on ne sait pas quel dossier va tomber. On va grimper. Et lorsqu'on vous dira que vous ne pouvez pas réussir le programme avec le Fonds monétaire international, regardez même mon homonyme, je ne pensais pour le Premier ministre, je me pose cette question. Mais son équipe de guerre est passée où? Bon, je crois que j'en ai terminé. S'il y a une autre question. Une observation. Je suis ici avec les collègues journalistes et certains acteurs politiques et pas les moindres. Ce qui nous revient à chaque instant ou souvent, c'est que quand vous allez dans les conférences de presse et autres activités de la majorité présidentielle, on dit que les journalistes ne défendent pas le pays. Dernièrement, je l'ai dit sur le président Dan, quand ils disent que
les journalistes congolais ne font pas bien leur boulot, ils ne relaient pas bien nos informations. Et ça vient de se reproduire chez vous. Je me demande si dans une salle où il y a 1000 élèves et que les élèves ne comprennent pas ce que l'enseignant leur enseigne, est-ce que le problème n'est pas chez l'enseignant? Est-ce que ce n'est pas l'homme politique congolais qui veut une presse alignée à sa cause ou réellement une presse qui travaille tel que cela est enseigné? Représentez-vous ce que nous vivons. Et parfois, ça laisse réfléchir quand on se retrouve. En gros, finalement, on ne comprend pas pourquoi on ne nous comprend pas. On se demande pourquoi l'homme politique congolais veut-il faire jouer des rôles précis à la presse? Est-ce que le problème n'est pas au niveau de la classe politique? Je vais me tourner maintenant dans l'exposé. Je vais peut-être encore être parmi ceux qui vont vous décevoir parce que je ne vais pas être dans ce que vous nous avez proposé dans le propos liminaire. Je voudrais juste savoir, vous avez ressassé les problèmes, comme d'habitude, qui sont connus, proposer des solutions, et je savais que j'allais toujours dans votre exposé retrouver le mot crise multidimensionnelle, qui est vrai d'ailleurs. Et je l'ai d'ailleurs annoncé avant de venir ici sur les réseaux sociaux. Je me demande, quels sont les moyens que vous vous donnez pour vous faire réellement écouter et pour peut-être amener également les décideurs à écouter ou à faire un pas en faire ce que vous voulez. Je vous remercie. Faites le culte de la personnalité ici. Notre frère Mvo nous a invités une fois à une réunion où il parlait pratiquement d'une campagne déguisée. Mais je n'ai pas entendu le président du Conseil supérieur de la liberté de communication arrêter, parce que c'est la tendance qui a commencé depuis le congrès du PCT. C'est ce que nous vivons pratiquement. Les gens qui font les descentes pour déjà expliquer, à Pointe-Noire, on voit comment ça se passe. La campagne, elle est déjà déguisée. Moi, je veux personnellement d'une presse qui fasse son travail, qui fasse tout pour que la presse représente le quatrième pouvoir, qu'elle soit libre et qu'elle fasse ses analyses comme il le faut. Mais nous, l'opposition, nous sommes exclus des médias de l'État. Pourquoi? On annonce une campagne ou une élection présidentielle et nous n'avons pas l'accès aux médias d'État. Vous trouvez ça normal? Ce n'est pas normal. Maintenant, M. Dimi dit que nous parlons de la crise multidimensionnelle et nous ne nous faisons pas suffisamment écouter. Mais est-ce que les gens du pouvoir s'écoutent eux-mêmes? Je vous pose la question. Est-ce qu'ils s'écoutent eux-mêmes? Si je prends le texte que je vous ai remis, pas la synthèse que j'ai lue, mais si je prends le texte que je vous ai présenté, quand vous sortirez d'ici, les gens ils vont dire « Ah, Mirassa a fait une proposition radicale là-bas. Il demande qu'on arrête les gens de la SNPC, etc. etc. » Mais s'ils le font, qui peut dire mieux que le président Sassou lorsqu'il dit ceci? Je rassure qu'il n'y aura ni bouclier de protection pour les uns, ni rampe de sanctions pour les autres. Face aux délits économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Tout passera dans les nasses du droit et de la justice. Seule prévaudra la loi. Quand vous regardez dans le même texte, dans la partie où j'ai abordé l'aspect de la corruption, j'ai repris quelques vocables qui ont été donnés par nos parents de la majorité présidentielle.
On a dit par exemple que l'Assemblée traque les délinquants économiques. C'est pas ça. La presse, l'Assemblée traque les délinquants. La majorité présidentielle est prête à ce que l'on juge. Qui a été jugé? Ça veut dire que même ce qu'on pense à la majorité, ça ne s'applique pas. Si déjà ils ne sont pas capables mais, monsieur Dimi, lisez le texte. Qui a dit en 2006 qu'il fallait un audit du compte de stabilisation? Ce n'est pas Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi ça ne se fait pas? Et c'est 14 000 milliards au moment où le Congo connaît une grave crise. 14 000 milliards, ce n'est pas suffisant. Ma conviction aujourd'hui, monsieur Dimi, est que si cet audit se fait, comme l'ONG a fait pour la SNPC, on découvrira certainement qu'il y a des identités non identifiées à qui on a prêté des milliards d'argent. C'est pas ça. Mais déjà, le pouvoir n'applique pas lui-même ce qu'il arrête. Le Premier ministre dit une équipe de guerre. Première revue avec le Fonds monétaire, vous êtes recalé. Et il sait que pour que le sort des Congolais s'améliore, il faut que ce programme-là soit bien appliqué. Bon, déjà, ce qu'ils veulent eux-mêmes, ils n'appliquent pas. C'est ce que Mirassa va dire. Monsieur Dimi, je vais te faire une confidence, puisque les choses qui se disent dans ce pays s'écoutent, les portes ont parfois des oreilles. Le dialogue, le conseil national, le dialogue. Il se dit aussi au pouvoir qu'on ne veut pas d'un dialogue où les Boao, les Mirassa, les Mbaya, les Munari seront là. Le problème du dialogue, c'est celui-là. C'est parce qu'on veut, il y a une catégorie des Congolais qu'on veut exclure du dialogue. Mais nous disons que nous sommes des Congolais. On ne va pas continuer à voler, à détourner, à enfoncer le pays dans la crise et à croire qu'on va créer un climat de terreur pour que les gens ne s'expriment pas. Il ne faut pas se tromper. Et par rapport aux frais de RTA, nous allons nous exprimer. Ces choses-là, nous allons les dénoncer. C'est pour ça que nous disons que les 13 milliards qui apparaissent comme l'écart entre les sommes versées par les sociétés pétrolières et les sommes censées avoir été reçues par le Trésor, il faut qu'on fasse la lumière sur ça. Si les membres de l'opposition s'étaient là-dessus, c'est qu'ils sont complices. Et ils sont complices de la situation des souffrances des Congolais. Chaque fois. Et Dimi dit qu'il était sûr que le mot multidimensionnel n'allait pas manquer. Mais tu sais que nous avons eu l'avantage. Nous avons eu, avec un certain nombre de camarades, parmi lesquels Mathias Nzon, parmi lesquels Jean Itadi, parmi lesquels Christophe Mukwege, d'attirer l'attention du président de la République par une lettre ouverte en 2012. 2012, octobre 2012, que nous avons adressé une lettre. C'est pour ça que lorsque le Premier ministre et le président disent que la crise est due à la baisse des prix, je rigole. Pourquoi? Parce que c'est justement en 2012 que le prix du baril congolais a atteint le summum, 102 $. Donc ce n'était pas la raison essentielle de la crise. La raison était ailleurs que... Mais lorsque nous avons dit ça, M. Dimi, lorsque nous avons dit ça, la réponse a été quoi? On a beaucoup d'argent. Ces gens-là, ils veulent être ministres, ils veulent... Mais il n'y a pas de crise au Congo. Et aujourd'hui, on est où? Aujourd'hui, on est où? On a caché les effets de la crise parce qu'on se battait pour la conservation du pouvoir. On a conservé le pouvoir. Monsieur Dimi, posez-vous la question et je souhaite que vous réfléchissiez là-dedans. Le pouvoir pour le pouvoir, ça sert à quoi? Le pouvoir pour le pouvoir, ça sert à quoi? Moi, je cherche le pouvoir pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Et moi, j'admire quelqu'un fortement. J'admire fortement quelqu'un qui vraiment agit. Et il y a une autre personne comme ça aussi, mais je ne citerai pas celle-là pour ne pas créer de frustration. J'admire beaucoup Thomas Sankara. Et quand vous voyez ses idées, et sa gouvernance, la manière dont il a vécu, la publication de son salaire, quand vous allez à Ouagadougou, allez voir là où il a laissé, il n'y a vraiment pas la trace de la recherche d'un quelconque intérêt particulier. C'était le combat pour l'intérêt général, pour améliorer les conditions. Nous cherchons le pouvoir, pourquoi?
Monsieur Dimi, prenez l'annexe là que je vous ai donné. Prenez-le. Vous l'avez sous les yeux. Prenez-le. Si un Congolais épargne par mois 100 millions, c'est l'hypothèse 4. Si un Congolais épargne, encore c'est une hypothèse pour moi qui est irréaliste. Si un Congolais épargne par mois 100 millions, au bout de l'année, il aura combien? Il aura 1,2 milliard. Au bout de 10 ans, il a 12 milliards. Au bout de 25 ans, il a 30 milliards. Au bout de 50 ans, il a 60 milliards. Expliquez-moi comment un Congolais aujourd'hui peut avoir dans les paradis fiscaux 2000 milliards de francs CFA. Expliquez-moi. Mais quand on dit aux frères, il faut qu'on récupère l'argent qui a été détourné, volé, pour régler le problème des souffrances des Congolais. Comment vous allez les régler? Alors moi j'ai écouté le président de la République et je vous assure, ça m'a beaucoup attristé. Ça m'a beaucoup attristé. Lancer un appel à la communauté internationale pour venir en aide à nos sinistrés qui ont parfois certains tout perdu. Vous croyez qu'avec les données qu'on a à l'extérieur sur le Congo, un tel appel peut avoir un répondant positif? Et monsieur Dimi, tu suis le journal télévisé régulièrement. Tu sais ce qui m'a davantage fait sourire, c'est que ceux qui ont répondu à l'appel, c'est la communauté malienne au Congo et la communauté mauritanienne. En dehors de ça, vous avez vu que tout le reste est resté silencieux. En fait, le silence veut dire quoi? Regardez-moi ces gens qui ont de l'argent, mais n'ont qu'à faire l'effort de récupérer cet argent pour régler leurs problèmes. Il faut qu'ils s'arment de courage politique et de volonté politique pour régler ça. Donc, M. Dimi, nous faisons les propositions et nous en ferons toujours. Nous en ferons toujours. Que les uns les autres ne veulent pas les appliquer, c'est leur problème. Regardez, le dialogue. Oh, le dialogue est permanent. Oh, le dialogue est permanent. Vous croyez encore au dialogue permanent? Après ce qui s'est fait. J'ai suivi Basseïla raconter. Je ne sais même pas. Mais il faut qu'il relise au moins le texte qui met en place le Conseil national du dialogue où il est secrétaire pour assister Mbéri. Oh, le dialogue, il est prévu dans quel texte? Puisque nous tous, nous lisons ces textes-là. Et les Congolais, surtout nos amis qui sont au pouvoir, on a le sentiment qu'ils ont comme une peur folle de ce dialogue. Mais la conférence nationale a fait quoi? La conférence nationale, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Mais la conférence nationale, au moins, a mis en place le multipartisme au Congo. On ne peut pas ne pas reconnaître ça. C'est sur la base de la conférence nationale que nous avons mis en place la constitution de 92, qui prévoyait 2 mandats et pas plus. Alors on est là, 3 ans, 3... Mais le tout, ce n'est pas de faire 3 mandats. Mais il faut que les élections soient organisées de façon libre, démocratique et transparente. J'entends des amis qui ont parlé, qui pensent qu'au pouls, là, il est difficile d'organiser l'élection en 2021. Bon, mais je laisse le ministre de l'Intérieur réfléchir à ça. Donc, M. Dimi, nous, on ne vous accuse pas, ce que je souhaite. Quand on parle des milliardaires, parlez-en. Viens me voir, je vais te donner l'article de Monde Afrique, où on cite les noms, où on donne les montants. Moi, je travaille là-dessus. Je peux te dire que pour ce que Monde Afrique a publié, le moins riche a 20 milliards. Le plus riche a 2120 milliards. Il est suivi de quelqu'un qui a 1800 milliards. Alors, vous avez des gens qui ont moins de 50 ans, qui ont 1800 milliards. Ils ont fait comment? Ils ont fait comment? Bon, maintenant, si l'une de ces personnes est impliquée, soit la SNPC, soit... Ben, vous avez vu la corniche, non? Hein? Moi, je vous dis, je ne crois pas à votre thèse des crues qui ont fait. Non, c'est du travail mal fait. Le ministre devrait démissionner. C'est du travail mal fait, les machins. Le travail est d'autant plus mal fait qu'aujourd'hui, la RN2 est dans une situation déplorable. Et il n'y a pas que ça. Donc, M. Dimi, lisez attentivement le document que j'ai produit. Je vous ai donné beaucoup d'informations. Je souhaite que la presse travaille là-dessus. S'il y a des questions à me poser, j'y répondrai et on avancera.
un grave problème de fond. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Et si vous voulez de cette loi, moi je vous la sors, la loi sur les partis. Et il y a un article 31 qui dit qu'en cas de violation des lois et règlements de la République, le ministre de l'Intérieur suspend le parti concerné. Mais discutons de ça. Mais si on discute de ça, est-ce qu'on mettra en avant la question de l'élection? C'est pour ça qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et moi, je le dis parce qu'en 2018 et puis en 2019, Issy Sonko a pris le relais. Le ministre Mboulou nous a appelés à la préfecture. Il a sorti les textes. Et c'est après, quand je suis rentré à la maison, j'ai dit, ah, mais le ministre Mboulou m'a dit, il faut que je rattrape ça. Parce qu'avant d'aller à la réunion, je n'avais pas découvert qu'il avait omis les articles 26 et les articles 31. Mais il avait omis ça parce que son parti est concerné. Et nous autres, et quand j'ai fait l'étude, c'est tous ces problèmes qu'il faut régler. Le frère qui parle, qui vient de poser la question, regardez ce qui s'est passé avec mon frère, mon petit frère Digne Elvis Okombi Salissa. Digne Okombi Salissa, j'ai lu dans les journaux qu'il revendiquait la vice-présidence de la CONEL. C'est ça, non? Parce que son parti semblait être le plus grand des partis du centre, etc. Mais dans le même temps, qu'est-ce que je voyais? Elvis Okombi Salissa anime Pona Ekolo qui soutient le président Denis Sassou Nguesso. Vous voyez que c'est de l'insalubrité. En même temps, il revendique une vice-présidence au niveau de la CONEL comme centre et en même temps, il déclare qu'il est déjà debout pour la candidature du président Sassou Nguesso. Bon, est-ce que vous pensez qu'avec une CONEL comme ça, on peut aller à une élection libre, démocratique et transparente? Et on a posé le problème aux amis depuis longtemps. Donc, ce que vous dites, moi, ma question aujourd'hui, franchement, telle que les questions se posent, est-ce que le ministre Mboulou est bien placé maintenant pour parler de recensement administratif, quand nous savons qu'il a voulu nous exclure de façon injuste en tant que parti, en protégeant les partis de son obédience? Et il faut qu'il sanctionne les partis de son obédience, ceux qui ne sont pas en conformité avec la loi, comme son propre parti. Il faut qu'il prenne des dispositions. Donc, s'il présente des récépissés, c'est des récépissés qui ont été donnés de façon injuste. Je dirais même en violation flagrante de l'article 15 de la Constitution, qui dit que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Donc, moi, je ne suis pas encore dans la vision, parce que le courrier, moi, ce n'est pas un secret, le ministre Mboulou sait que mon document, il va bien parvenir au ministère de l'Intérieur. Mon document, il va bien parvenir au ministère de la Justice. Et vous avez mes préoccupations. Je vous ai dit que moi, je souhaite l'ouverture immédiate d'une enquête pour la SNPC. Ce qui s'est passé à la SNPC est tellement scandaleux. Ce n'est pas la peine de parler des jeunes qui ont volé les lampadaires à Madingu. Ce n'est pas la peine de parler de ce qui s'est passé des 3 malfrats qui ont dit qu'on volé les produits au CHU, pour dire que c'est ça la lutte contre la lutte. La lutte, c'est là où il y a les milliards, là, c'est là où nous devons nous positionner, parce que c'est là qu'on va sortir les Congolais de la souffrance. Et c'est là que je dirais que j'ai fini, si il y a une autre question, sinon je n'ai plus. Ça a été la toute dernière...